Je passe la parole à Maude Navet, qui est ingénieure conception et innovation industrielle, spécialité bois à la Fédération nationale du bois, qui est accompagnée par Jean-Marc Legrand, qui est président du pôle parquet à la Fédération du bois et qui est également directeur général de Berrywood. Vous êtes dans l'Allier, je crois, et vous faites du parquet contre-collé. Tout à fait. Voilà. Maude, c'est à vous. Vous pouvez rester là si vous voulez. Okay, d'accord. Merci Odile. Merci Monsieur Dusutter, parce que votre conclusion finalement était aussi une très bonne introduction pour nous, parce que nous, le parquet, pour le coup, son atout majeur, c'est sa rénovabilité, mais surtout aussi c'est le stockage du carbone. On en parlera un peu plus tard. Je veux bien qu'on passe à la... Ah, pardon, excusez-moi, merci. C'est beau. Alors le parquet, je voulais commencer pour dire, le parquet c'est plus qu'un simple revêtement de sol, hein. C'est un design comme on peut le voir à l'image. C'est un art de vivre à la française qu'on peut admirer aussi bien au château de Versailles que dans les beaux appartements haussmanniens, mais aussi chez vous, parce que il y a une belle tendance depuis quelques années du parquet mosaïque, mais aussi du parquet tout simplement chêne. Massif ou contre-collé. C'est un toucher qui est quand même assez unique comparé à un revêtement de sol en céramique. On n'a rien contre nos amis du céramique, mais en tout cas, le toucher est beaucoup plus froid avec un simple carrelage qu'avec un parquet massif ou un parquet contre-collé. Donc un parquet, par sa définition, déjà, je voudrais le rappeler, c'est un revêtement de sol avec une couche d'usure de 2,5 mm d'épaisseur. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est tout simplement parce que le parquet peut avoir jusqu'à 9 vies. Vous pouvez vous en souvenir parce que c'est comme les chats, ils peuvent avoir 9 vies. Donc ici, on vous a mis un extrait en fait d'une norme qui est la 53669 et qui en fait indique les classes de rénovabilité en fonction de l'épaisseur de la couche supérieure du parquet. Et donc, on peut voir qu'avec 2,5 mm de couche d'usure minimum, vous pouvez en fait poncer votre parquet, qu'il soit massif ou contre-collé. Est-ce que Jean-Marc, tu veux rajouter quelque chose ? Reponcer un parquet, ça fait partie de l'usage de ce produit. Et c'est souvent ce qui n'est pas suffisamment fait par nos consommateurs, à savoir que le parquet est un produit réutilisable sur place et c'est le seul revêtement qui soit susceptible de pouvoir le faire. Et c'est un usage, voire un devoir, que de réutiliser son produit sur place, donc de le reponcer. Donc l'introduction de Maude sur la partie réutilisation en fonction de l'épaisseur de la couche d'usure de bois est importante. Plus vous allez être épais en couche d'usure, plus vous allez pouvoir reponcer votre produit, donc lui redonner une vie nouvelle en le reponçant et en le revernissant. Mais j'insiste beaucoup sur ce caractère-là parce que c'est le seul revêtement au sol qui permet de le faire. Et ça veut dire que vous pouvez avoir un produit qui va durer, globalement une vie moyenne c'est 20-25 ans, vous allez le reponcer, vous redonnez 25 ans et vous pouvez le faire 9 fois. Autant vous dire que vous pouvez avoir un produit qui peut avoir une durée de vie relativement longue et donc en termes d'impact carbone bien évidemment, on est moindre par rapport à tout autre revêtement qu'il faudra racheter à chaque fois, à chaque fin de vie, tous les 15-20 ans. Voilà. Merci. Et puis un parquet aussi, parce que vous avez parlé de ponçage, et donc tous les 25 ans, mais il y a différentes techniques de pose qui sont adaptées à chaque projet. Donc on peut avoir du parquet cloué, du parquet collé et des parquets posés avec un revêtement de sol, en pose flottante, excusez-moi. Donc là, on vous a mis quelques photos. On a, donc moi je suis Fédération nationale du bois et on a d'ailleurs travaillé à un guide technique qu'on a essayé de faire à partir du DTU pour vraiment accompagner tous les poseurs parce qu'on sait que ces différentes poses ne sont pas toujours respectées, voilà c'est le terme. Et donc, on essaye, nous, en tout cas, en tant que fédération, d'accompagner les poseurs. C'est un vrai savoir-faire, mais quand c'est bien fait, ça peut vraiment être un usage sur le long terme, comme vous a dit Jean-Marc. Voilà. Vous avez quelque chose à rajouter ?
Non, sur la partie pose, j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est un produit très technique, donc il faut s'accompagner des éléments techniques pour le poser. Et les DTU sont là pour ça. Ils sont à disposition au niveau de nos guides techniques sur notre site parquetfrançais.org. Donc ne pas hésiter à aller dessus. Derrière, donc on revient sur la partie environnementale et sur la FDES. La FDES, donc la fiche de données environnementales et sanitaires, donc nous avons fait une fiche collective au niveau du syndicat pour le massif et pour le contre-collé, de manière à donner cette carte d'identité environnementale du produit pour mieux justifier encore de l'aspect bénéfique du produit, où on voit qu'on a des résultats qui sont 3, 4, 5 fois supérieurs à d'autres revêtements de sol en termes de pose. Donc il n'y a pas d'équivoque. Je dirais le bois est le produit, je dirais, le plus sain en termes de revêtement de sol. Voilà, donc, et bien qu'on ait certaines lois aujourd'hui qui viennent à contredire un peu dans leur logique cette partie-là, et je parle par exemple de la REP, où globalement il y a un sujet sur la recyclabilité qui est fait, et on voit des éco-contributions qui sont plus importantes pour des produits bois, alors que ce sont des produits qui stockent du carbone, par rapport à d'autres vêtements de sol type plastique ou autre, mais parce qu'on a fait de cette loi un business sur la partie recyclage et déchets, et non pas, on ne s'est pas occupé de l'empreinte originelle du produit, c'est-à-dire qu'un plastique à la base c'est du pétrole et du sel, et on génère beaucoup de CO2 pour le produire, sauf qu'on ne s'est occupé que on peut le recycler. Ok, ça c'est vrai, mais derrière il y a une empreinte primaire qui était présente, que le bois n'a pas, puisque le bois minimise énormément de par ses procédés de fabrication qui sont de plus en plus optimisés et de par le fait d'utilisation d'un matériau qui capte du CO2. Voilà. C'était parfait. Je rajouterais juste que, à titre d'exemple, un parquet contre-collé, en fait, il a un résultat RE 2020 de plus 2,79 kg équivalent CO2 par mètre carré, alors qu'un revêtement de sol PVC, il a un résultat RE 2020 de l'ordre de plus 14,2 à 638 kg équivalent par CO2 par mètre carré. De CO2 par mètre carré, pardon. Voilà, c'est des petits exemples, mais sachez que la Fédération nationale du bois a développé donc, des FDES collectives, notamment pour le pôle parquet, pour le parquet contre-collé et parquet massif. Et tout de suite, par ces résultats, on a vu que c'était vraiment des produits qui étaient indispensables, en tout cas, pour décarboner vos bâtiments et vos maisons. Odile, allez-y, vous avez encore 2 minutes, non? Encore 2 minutes. Oui. On va peut-être on va conclure d'une manière sensible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a depuis plusieurs années, on fait face en tout cas à un marché qui est difficile pour le parquet. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis plusieurs années, vous avez déjà forcément entendu que des grumes de chêne partaient en Chine et étaient transformées notamment dans des pays asiatiques pour revenir en France et être vendu donc avec avec un label Origine France. Voilà. Donc c'est pour ça que la Fédération nationale du bois a développé un label Parquet de France pour mettre en avant en tout cas les transformateurs français qui s'approvisionnent en tout cas en France. Donc on peut voir les petits pictogrammes et j'ai quelques plaquettes à disposition, donc n'hésitez pas à venir nous voir aussi sur notre stand. On peut voir notamment que aujourd'hui un produit français, c'est quand même jusqu'à 14 fois moins émetteur de gaz à effet de serre qu'un parquet importé. Alors moi, je vous ai cité la Chine, mais il y a aussi l'Europe de l'Est qui exporte des produits parquets. Et donc, on essaye de sensibiliser, en tout cas, pour que le consommateur final, en tout cas, essaye d'acheter français. On a quand même en France beaucoup de parqueteurs, beaucoup de parqueteries. Et donc, c'est assez simple, je pense, d'acheter d'un point de vue local. Tout est dit. Je peux pas dire grand-chose de plus. Voilà, elle a tout dit. Derrière ça, c'est plein de ce que j'appelle de GBS, mais de gros bon sens, que de minimiser l'impact transport. Oui. Quand on va produire un produit et l'acheter, on ne va pas l'amener à 10 000 km et le faire parcourir de nouveau 10 000 km
pour le vendre dans un pays. Donc voilà, le label Parquet de France, en fait, est là pour assurer que les matières sont majoritairement de local France et surtout que la fabrication est aussi française. Donc avec un processus qui est bien dédié, c'est-à-dire qu'on part réellement du processus de transformation des avivés ou des frises de bois pour les amener jusqu'à un produit fini, emballé. Voilà. Et c'est ça que le label Parquet de France montre et prouve. Voilà. Bien, écoutez, je vous remercie. Vous m'avez convaincu que vous êtes vertueux, vous aussi. Vous vous souvenez, les Français disaient que le bois aussi, ça sent bon. Est-ce que le parquet, ça sent bon? Oui, alors c'est pas sa vertu première, on va dire. Si je voulais me permettre aussi simplement de dire, sur la partie aussi parquet contre-collé, on est d'usage avec les fabricants de panneaux, parce qu'on utilise beaucoup de panneaux. Donc, dans la partie réutilisation des matières, le fait d'avoir des panneaux qui sont de plus en plus recyclés, je dirais boucle la boucle, hein, je dirais. Et plus on est en rotation comme ça avec nos propres produits, mieux on se porte, quoi. Donc voilà. Donc l'usage, toute la filière a un intérêt à ce qu'on aille vers ces produits recyclés et d'utilisation de panneaux recyclés aussi. Voilà. Très bien, merci.